Bienvenue à l'émission Tourmaline, un espace de découverte et de partage. Ici des approches originales et des voix inspirantes se croisent autour du bien-être et d'opinions éclairées sur l'actualité et la vie. Les voix résonnent, profondes et libres, dans Tourmaline tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Dans l'écho d'un monde en mouvement, des idées naissent parfois différemment. Entre le ciel et la racine, Tourmaline éclaire ce qu'on devine. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Des opinions mêlées au vivant, des éclats d'ombre, des rêves flottants. Sous chaque mot, un feu s'allume. Bienvenue ici, à la source de la brume. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Ici, la vie s'offre et s'anime. Dans le cœur vibrant de Tourmaline. L'écho d'un monde en mouvement, des idées naissent parfois différemment. Entre le ciel et la racine, Tourmaline éclaire ce qu'on devine. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Des opinions mêlées au vivant, des éclats d'ombre, des rêves flottants. Sous chaque mot un feu s'allume. Bienvenue ici, à la source de la brume. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Allô, ça va bien, Alain? Merci, toi? Oui, ça va. Écoute, tantôt, on a eu certains problèmes de son, fait qu'on espère que ça va être correct, là. Donc, je vais juste checker si tout est beau, là. De mon côté, ouais, là, ça a l'air d'être beau. Bon. Pour l'instant, même, je te dirais que le souci que j'ai, moi, c'est que je m'entends en double. Je m'entends en écho. Ah, tu t'entends en écho. Il y a peut-être un... Ouais. Une minute, je vais regarder ça de mon côté, mais... non, moi, je suis correct de mon bord. Toi, t'es correct. Je vais essayer quelque chose. Tu me diras si c'est correct. Ça, c'est-tu bon? As-tu de l'écho? Pour l'instant, ben là, je vais continuer à parler pour voir si ça fonctionne. Pour l'instant, ça va. Oui. OK, là, j'ai coupé. Je pense qu'il y avait deux fois A, deux fois... là, ça a l'air à bien aller. Ouais. OK, parfait. Bon, écoute, en fait, c'est une émission aujourd'hui qui est en direct là, de la Colombie-Britannique. En fait, moi, je suis à Vancouver et puis Marie-Ève est dans la vallée de l'Okanagan, en fait, là. C'est exact, oui. J'habite en Colombie-Britannique maintenant depuis plus de 5 ans. Alors, la majorité de mes activités sont que virtuelles. Mais évidemment, j'ai un grand désir de pouvoir faire des retraites et offrir des soins éventuellement au Québec, évidemment, quand j'y retourne de temps en temps.
qui va être le cas cet été. Alors, je vais voir quelques clients en personne, mais c'est sûr que je suis maintenant, en fait, en maternité. Donc, je suis à 5 mois de grossesse. Alors, c'est sûr que mes activités, veux pas, ont quand même assez diminué. Ah ouais, OK, bon. C'est-tu ton premier bébé ou? Oui, c'est le premier bébé, donc on attend une petite fille au début du mois de novembre. Alors, veux pas, c'est sûr qu'avec le travail, je travaille toujours à temps partiel dans une école en tant qu'orthopédagogue. J'ai aussi mon entreprise en tant que counselor, coaching somatique, breathwork et tout ça. Alors, c'est de trouver un équilibre avec la maternité. Alors, veux pas, j'ai fait vraiment le choix conscient de ralentir en pleine conscience. Bon, c'est bon. Voilà. Ben aujourd'hui, on va parler justement de ce que tu fais. En fait, j'aimerais avoir un peu une idée de ton parcours. Comment tu es arrivé à la somatique, le breathwork, puis ce que tu fais avec ces outils-là. Super. Ben oui, ça va me faire plaisir. Puis merci d'ailleurs pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. Je me sens honorée vraiment de participer à la radio Odyssée. Ça me fait vraiment plaisir. Ben pour ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup qui me suivent, somatique, breathwork et tout ça. Ce qu'il faut savoir, je pense, c'est qu'à la base, j'ai quand même j'ai un très gros fond anxieux. Je me suis quand même, je dirais, battue. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu. Ça a été de me battre toute ma vie contre mon anxiété, contre le fait que j'avais des symptômes inexplicables que des spécialistes n'arrivaient pas à expliquer. Et au début de la vingtaine environ, j'ai vraiment vécu une séparation amoureuse qui a été très douloureuse pour moi, je dirais même traumatique. Et j'ai commencé en fait à développer des crises de panique, de l'insomnie, et s'en est suivi vraiment une liste, ma foi, assez longue de symptômes, justement, quand on dit désagréable, indésirable, peu importe. Donc, mon chemin, en fait, de quête par rapport à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que c'est? Je savais que c'était du stress, de l'anxiété, surtout quand on vit avec des crises de panique, il n'y a pas de doute. Quoique souvent, on peut se questionner à savoir si c'est pas justement des crises de cœur ou autre chose, parce que le mental s'emballe et qu'on dirait qu'il veut nous envoyer dans d'autres directions. Ben, bref, donc pour moi, la vingtaine a vraiment été une dizaine d'années de développement personnel, de quête personnelle, où j'ai suivi en fait des courtes formations sur le système nerveux, des pratiques thérapeutiques pour m'aider. J'ai vu maintes et maintes spécialistes, psychologues, hypnothérapeutes, name it, là. J'ai fait le tour quand même. Il y en a toujours encore à apprendre. Et diverses modalités à essayer, mais bref, j'en ai essayé plusieurs et c'était pour la plupart des thérapies verbales. Et début de la trentaine environ, j'ai expérimenté, je dirais, ma première commotion cérébrale et s'en est suivi 4 autres. En peu de temps, environ, je dirais 1 an et demi, 2 ans. Donc 5 commotions cérébrales en 2 ans, ce qui a fait en sorte que mon système nerveux, qui était déjà fragilisé, veut pas, avec les commotions cérébrales, ça a fait en sorte que je me suis retrouvée encore plus réactive à mon environnement, à avoir encore plus des symptômes inexplicables. À ce stade-ci, je n'avais plus de crise de panique, par contre, depuis des années. Mais l'anxiété s'est vraiment retrouvée à être encore plus imbibée dans mon corps, je dirais. Et habituellement, je pense que pour la plupart des gens, si on vit avec un fond anxieux, qu'on est en stress chronique, on dit souvent à quel point à bouger, faire circuler l'énergie, à quel point ça a tellement de bienfaits pour le corps. Puis moi, habituellement, c'était mon remède, justement, d'aller marcher, d'aller m'entraîner, du pilates, du yoga, peu importe. Et là, avec les commotions cérébrales, c'est que j'étais vraiment, en fait, je veux dire, pognée à rester, en fait, à ne pas pouvoir bouger. Parce que dès que j'étais dans le mouvement, je devenais étourdie, j'avais mal à la tête, je n'étais pas capable de faire de la lecture, de regarder des séries, peu importe. Alors, le temps était très long. Le temps était très long, puis on me disait souvent que c'était parce que j'étais anxieuse, que c'était pas nécessairement les commotions cérébrales. Et pour moi, ça a été très, très, très déclencheur, en fait, de me faire dire ça à maintes reprises par divers spécialistes qui, j'imagine, avaient à cœur mon bien-être, mais c'est comme si on se comprenait pas. Je leur disais, oui, j'avais un fond anxieux, mais je
je ne vivais plus d'anxiété quotidiennement, je n'avais plus de crise de panique. Alors, pour moi, c'était vraiment les commotions cérébrales, l'élément déclencheur. Et bref, donc je pourrais parler pendant très longtemps de cette période-là de ma vie qui a été, ma foi, très challengeante. Mais c'est ça. Et en fait, je suis tombée par un pur hasard sur des formations en somatique, régulation du système nerveux plus poussée. Et sur ma formation que j'ai adorée avec l'essence du souffle, justement, qui est une modalité somatique de breathwork. Et pour moi, ça m'a permis, en fait, étant donné que je ne pouvais pas libérer ma charge qui était prise dans le mouvement, comme je faisais d'habitude, ça m'a vraiment permis d'aller justement compléter mes cycles d'activation. On pourra en parler un peu plus, j'imagine, tout à l'heure, mais ça m'a vraiment aidé à libérer, en fait, puis à pouvoir transcender justement l'état de panique que j'avais dans mon corps relié à mes symptômes de commotion cérébrale. Alors voilà. Alors, je suis enseignante de formation. J'ai aussi fait des études en travail social, des hautes études en travail social. Alors, je suis comme celle-là aussi. J'aide les gens en individuel. Mais voilà, j'ai l'impression que, bon, je suis partie un peu dans tous les sens, mais je dirais que c'est ce qui fait... je dirais que c'est pas mal ce qui résume mon parcours. Ouais, mais je voulais juste avoir un détail sur la première commotion cérébrale. C'était-tu comme un accident ou c'était... Oui, c'était un accident, en fait. Je suis tombée sur la tête en planche à neige. Je suis allée faire du snowboard avec une amie à Whistler, puis on était dans le gros blizzard. C'était une journée pas très belle, disons, pour faire du ski. Et j'étais dans un remont de pente, là, je me souviens plus le nom, comment on appelle ça en français, mais en tout cas, j'étais dans le T-bar. Je pense qu'il y en a plusieurs qui me comprennent. J'étais dans le T-bar, puis j'ai vraiment, en fait, viré à l'arrière. J'ai flippé, j'ai tombé sur la tête, puis même si j'avais un casque, en fait. Et à ce moment-là, c'est comme, moi, mon premier symptôme, c'est tout a commencé à bouger autour de moi. C'est comme si vraiment le sol, le ciel, tout tournait, en fait. Puis là, j'étais complètement désancrée, là. Ça a duré quand même pendant une grosse heure ou deux. Et quand j'ai commencé à aller mieux, ce symptôme-là, il a quand même perduré. Et il a perduré, c'était du moindrement que j'étais activée. Si je me retrouvais stressée, si j'avais une émotion qui était beaucoup plus haute en intensité, ce symptôme-là de me ressentir désenracinée avec les étourdissements revenait constant. Donc, ouais, ça a été avec une planche à neige. Puis après, ben, malheureusement, je me suis remise au sport trop rapidement. Ça a été en ski de fond, après en surf. Bon, la vie m'envoyait des messages, je pense. Bon, c'est ça, je m'allais le dire. On dirait que c'est souvent la vie envoie des messages, mais en même temps, je dirais que peut-être la première commotion, c'est peut-être un trauma physique, point, puis qui s'inscrit dans le corps. Tout à fait. Pour moi, c'est comme, en fait, tu sais, je suis tombée en état de survie, là, à ce moment-là. Du moindrement, on était, tu sais, avec mon ami, on était en plein milieu de la montagne. En fait, on était pratiquement rendu proche d'un glacier. Puis, il y avait personne, là. Il n'y avait personne. C'était une journée où c'était très tranquille. Dans le T-bar, il n'y avait pratiquement pas d'autres humains qui étaient là. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je veux dire, tu sais, quand on dit la tête te met à spinner, ça a commencé à tourner, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais être correct et tout ça. Puis après, quand les symptômes, c'est inquiétant. C'est inquiétant, puis tu sais, c'est pas nécessairement, moi, souvent, c'est pas nécessairement parce qu'on a vécu un trauma qu'on va développer un traumatisme. Mais je sais que par après, j'ai senti mon corps quand j'ai retourné sur ma planche à neige après 2 ans. Oh là là, qu'il y avait des mémoires qui sont revenues. J'ai eu du gros travail à faire sur moi. Mais j'y suis retournée, mais j'ai encore quand même cette crainte-là. Pas au niveau physique, mais plus au niveau mental qui demeure. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est que les traumas, en fait, moi j'ai beaucoup étudié la question. Ils peuvent être de différentes origines, mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que le trauma comme tel, c'est pas une chose. C'est pas. Souvent, les gens voient les traumas comme étant une chose ou un événement, mais en fait, c'est une relation entre le corps et le mental. Et puis,
le fait qu'il y a une mémoire de l'événement, ben c'est parce qu'il y a une connexion entre le corps et puis le mental. C'est pour ça que plus les gens, c'est ça, c'est ma théorie personnelle, plus les gens sont comme traumatisés ou ils vivent différents chocs, eh bien, ben, ils ont tendance à développer un mental chargé parce qu'il y a une connexion entre le mental et puis les traumas. Donc, moi, ce que je vois beaucoup dans la société actuellement, il y a beaucoup de traumas, beaucoup de chocs et beaucoup d'événements qui ne sont pas digérés par notre corps. Ils s'inscrivent, ils s'impriment dans le corps et puis qu'est-ce qui arrive? Ben, ça crée une surcharge du mental, mais en fait, c'est comme si on est toujours dans ce qu'ils disent en anglais rat race, fear and flight, fear or flight. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est que notre système sympathique est surchargé. C'est qu'il faudrait toujours tenter. Moi, ce que j'essaie de faire quand je vois des clients comme ça ou des gens, j'essaie de les ramener à leur système parasympathique pour qu'ils puissent moins le taxer. Oui, le taxer, j'aime ça. Oui, puis j'aime que tu emploies le mot, c'est ça, c'est comme si le corps n'a pas digéré, en fait, de faire la distinction que c'est pas nécessairement l'expérience ou l'événement en soi. C'est la réaction de notre corps qu'il a eue face à cette expérience ou cet événement-là. Peu importe si c'est une expérience traumatique ou une émotion qui a été forte, il y a vraiment une montée, en fait. L'émotion va créer une énergie. Cette énergie-là va monter dans le corps. Et ce qui se passe, c'est que l'être humain, si on regarde au niveau, les réponses face à la menace, c'est qu'il va soit combattre ou fuir, donc comme on disait, le fight or fly. Mais habituellement, l'être humain va tomber en état de figement ou de gel. Et donc, cette énergie-là, qui aurait dû servir à combattre ou fuir, elle n'a pas pu être utilisée, mais elle est quand même présente dans le corps et elle reste comme encapsulée, cristallisée, en fait, dans nos muscles, dans nos tissus, dans nos fascias, dans nos organes, et elle aspire constamment à être libérée. Et finalement, ben c'est ça, c'est ce qu'on appelle, on tombe dans l'état de gel, de figement, et souvent, en plus, avec le trauma, ben là, on peut complètement dissocier, sentir à l'extérieur de notre corps, mais c'est ça, comme tu dis, c'est de revenir après à, quand je me régule, de retourner vers la sécurité intérieure par des pratiques douces. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, évidemment, mais c'est ça, c'est hyper important. Mais en fait, ce que tu dis, en fait, ça rejoint pas mal les travaux de Peter Levine. Hein? Puis, toi, tu as fait des ateliers avec lui ou tu as fait des ateliers avec des gens associés à lui? Ou... Pas personnellement, mais et que j'aimerais ça. J'aimerais ça, c'est dans ma liste prochaine, veux pas, que j'aimerais beaucoup faire. La majorité de mes études, en fait, en somatique, puis c'est sûr qu'à travers la formation, bon, c'était plus de 400 heures aussi, la formation en breathwork en modalité essence du souffle. Oui, on parle beaucoup de Peter Levine. Je me suis quand même beaucoup intéressée, je te dirais, les dernières années, de façon quand même assez autodidacte. En fait, parce que Peter Levine, c'est vraiment celui, en fait, c'est le fondateur quand on parle de la somatic experiencing. Je pense que c'est celui un peu qui est le moins loin dans l'histoire. Mais tu sais, comme on s'en parlait hier, je veux dire, pour moi, le fondateur, en fait, de toutes les thérapies corporelles, puis bon, on pourrait avoir, j'imagine, avec d'autres personnes, une espèce de, pas débat, mais de discussion ouverte. Tu sais, je sais jamais comment prononcer. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, oui, exactement. Donc, je pense fin 18e siècle, là, dans les années 1700, ça a vraiment été le premier, en fait, à parler de cuirasse caractérielle, de structure caractérielle, et qui a développé, en fait, qui a montré au niveau des 7 ceintures de tension dans le corps qu'on cumulait en tant qu'être humain. Donc, ceinture, par exemple, pelvienne, diaphragmatique, la ceinture orale. Donc, c'est vraiment lui, en fait, je pense. Puis, arrête-moi si je me trompe, parce que je pense que tu as plus aussi d'expérience et de lecture derrière ta cravate, comme on dit.
Mais pour moi, de ce que j'ai lu, en fait, c'est lui le fondateur des thérapies corporelles. Et ce qui est intéressant à travers ces 7 ceintures de tension qu'il décrit, c'est que celles-ci, en fait, elles sont intimement liées au chakra. Donc, pour ceux peut-être qui sont curieux, pas nécessairement, je dirais, sceptiques, parce que je trouve tout le temps que ça a une connotation un peu négative, comme si on était dans le jugement, puis c'est correct aussi, tout dépendamment de notre philosophie de vie, mais les ceintures de tension sont intimement liées au chakra. Alors, en tout cas, pour ceux qui veulent aller lire sur le sujet, je trouve ça hyper intéressant. Donc, voilà. Après, il y en a plein. Anna Thomas, la méthode Alexander, Feldenkrais. Feldenkrais. Oui, exactement. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai bien aimé, en fait, l'œuvre de Peter Levine. Moi, je l'ai rencontré à SLN, à l'Institut SLN en Californie, en 2010. Puis j'avais une bonne discussion avec, mais c'était comme, je dirais pas au hasard, je crois pas au hasard, mais il y a quelqu'un qui est là, puis il y a du monde qui parle. Moi, en fait, j'étais pas dans son atelier, puisque j'étais dans un autre atelier, mais ça m'a permis quand même de jaser avec, puis j'ai à ce moment-là acheté son livre, Walking Up de Tiger, là, je pense que c'est ça, je sais pas si c'est le bon titre, là. Puis j'ai beaucoup aimé l'ouvrage, de sorte que je l'ai intégré, quand j'ai écrit mon livre sur la polarité en 2021, j'ai un peu intégré cette idée-là des traumas, mais en même temps aussi la façon de les libérer, parce qu'à la même période, il y avait Peter Levine qui développait cette théorie des traumas, mais en même temps, il y avait aussi, parallèlement à ça, il y avait ce qu'il y avait à l'époque, mais c'était peut-être moins connu au Québec, c'est ça les Trauma Release Exercises, et puis qu'on a pratiqué là aussi à l'Institut SLN, relativement facile à faire. En fait, c'est de plutôt face à un trauma, un peu comme dans la nature, si une gazelle fuit un tigre, réussit à se sauver, eh bien, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire la gazelle? Eh bien, il va shaker pour pouvoir éliminer le trauma. Puis cet exercice-là a été appliqué aux gens qui ont vécu des conflits de guerre, des traumas vraiment profonds, et puis ça a permis de sortir un peu, peut-être pas totalement, le trauma de la guerre ou le trauma qui est vécu par l'événement guerrier. Et puis, sinon, nous, les humains, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on accumule les chocs, les traumas, puis comme tu le disais tantôt, ça finit par s'imprimer dans le corps, au niveau musculaire, au niveau fascia, etc. En fait, c'est une belle richesse, mais qui est aussi un problème, je pense, à un certain point. Le fait que l'être humain, on ait un néocortex, en fait, ça fait en sorte qu'on mentalise, mais tellement les expériences qu'on vit, on se déconnecte complètement du corps, de sa capacité innée à se guérir, à s'autoréguler. Et comme tu le nommes, en fait, c'est ça, dans les exercices TRE, c'est d'aller réinduire toutes les secousses, les tremblements, en fait, qui, comme tu le nommes, en fait, c'est la première réponse instinctive des animaux, en fait. De là, quand on dit aussi le body shaking, de faire circuler l'énergie, d'amener des secousses, des tremblements. Puis, si je peux me permettre une petite note, parce que je pense pour ceux qui nous écoutent, peu importe, puis c'est pas mauvais en soi, il y a beaucoup de vidéos maintenant accessibles, et tout ça, mais j'ai beaucoup de gens que j'accompagne, puis même des gens que j'ai pas accompagnés qui m'ont parlé. Ça peut libérer, en fait, de manière, c'est important d'y aller, je pense, par titration, c'est-à-dire par petite dose, de bâtir la résilience de son système nerveux. Il y en a pour qui de le faire de manière autonome peut être extrêmement déclencheur. Donc, juste tout simplement d'être accompagné, des fois, pour le faire, tout simplement. Ou du moins d'avoir simplement une personne ressource à côté de nous, même si ce n'est pas un thérapeute ou un spécialiste. Si on est curieux, on va aller regarder parce que oui, c'est accessible. YouTube, Instagram, tout ça, si on clique les exercices TRE,
Mais simplement vous assurer que vous avez des ressources, vous avez des outils pour rééquilibrer votre système nerveux dans le cas peut-être d'une trop grosse décharge. Bref, à travers mes accompagnements, c'est pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment intense avec ça, mais pour moi, c'est tellement important de bâtir la résilience, en fait, du système nerveux en y allant par petites doses, surtout quand on revisite pour ceux qui ont été aux prises, justement, avec beaucoup de traumatismes ou beaucoup d'émotions refoulées, qui ont été beaucoup dans le mode figement ou dissociation pendant des années. Quand on reconnecte avec le corps, ses sensations, ses ressentis, ça peut être très overwhelming, ça peut être très submergent. Et c'est comment le faire par petites doses, pour ne pas justement complètement se déstabiliser à l'intérieur. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a eu plusieurs, depuis quelques années, toutes ces idées de reconnecter avec le corps. Il y a plusieurs ateliers de breathwork, activation de Kundalini. Et puis des fois, moi ce que je me suis aperçu, c'est que les gens n'étaient pas suffisamment formés par rapport à des situations où, comme tu dis, s'il y a une expression, je dirais pas ardente, mais s'il y a un débordement où il y a une libération vraiment très, très importante de blocage, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est si les gens ne sont pas formés et ne sont pas capables d'intervenir dans ces situations-là. Donc, c'est juste de poser des questions à la personne qui va vous accompagner, sans nécessairement dire sors-moi la liste de tes diplômes et de formation, mais juste de vous assurer qu'elle sait ou qu'il sait quoi faire dans un contexte justement de relâchement, un relâchement énergétique, peu importe. Parce que je le vois, puis honnêtement, ça me fâche. Ça me fâche. Il y a des formations près de chez moi qui pourraient être breathwork, facilitateur de respiration consciente. C'est des formations de 20 heures. Puis, tu sais, avec 20 heures, là, honnêtement, tu as la base, là, la grosse base, on va se dire. Mais tu n'es pas prêt à accompagner des gens qui, sur leur tapis, vont peut-être aller justement décharger quelque chose il y a 20 ans passé, une colère qui remonte, des tremblements, peu importe. C'est pas une formation de 20 heures qui va te permettre d'accompagner efficacement et de manière sécuritaire un individu qui a autant de fortes décharges, puis même des fois de légères décharges, là. Mais oui, c'est hyper important, Alain, absolument. Oui, mais c'est ça, c'est que même en massothérapie, moi, quand je fais des soins de massothérapie, j'aime bien ça, faire du shaking au début du soin, justement, pour préparer le corps à recevoir le soin. Recevoir le soin, c'est que... Bon, il y a plusieurs techniques, là. Il y a la méthode Trager, il y a des gens aussi qui font... Il y a des méthodes apparentées, comme l'oscillation rythmique. Il y a plusieurs méthodes, là. Mais c'est une bonne chose de faire... moi, j'aime ça comme au début d'un soin, de faire bouger le corps pour justement te préparer que ce soit un soin énergétique, ou que ce soit un massage, ou que ce soit, mettons, un soin vibratoire. J'aime l'idée. Je pense que c'est quelque chose que je vais expérimenter la prochaine fois que je vais avoir un massage. Mais oui, en effet, c'est vraiment comme tu dis, de préparer le corps puis de décharger le trop-plein. Tu sais, de ce qu'on n'a pas besoin, le résidu qui est là avant de commencer. Puis, ou peut-être aussi de réveiller, en fait, l'énergie qui est dormante. Je sais que tu es enseignant en Kundalini, donc c'est plus ton domaine, mais c'est super intéressant, j'aime l'idée. Ouais, mais c'est ça, mais ça, c'est ce que je vois, c'est que souvent, j'ai vu des vidéos, puis les gens ils font de l'activation de Kundalini, puis je voyais des fois les gens qui font un peu la danse du bacon sur la table, puis ça m'est arrivé à plusieurs fois dans mes propres formations de voir ça. Et puis moi, ce que je voyais, je voyais beaucoup, en fait, de blocage au niveau du diaphragme, parce que le psoas, en fait, le muscle psoas, c'est souvent un muscle relié au trauma de naissance. Souvent, il est contracté depuis la naissance. Et puis, ce qu'on observe,
en fait, quand on fait quand je voyais ce genre de vidéos, là, je dis pas que tous étaient bloqués au niveau du diaphragme, mais j'en ai vu plusieurs qui essayaient de vraiment faire passer l'énergie au niveau du diaphragme jusqu'à la tête. Puis qu'est-ce qui arrivait? Ben, ils frappaient le trauma, en fait, du psoas. Et puis, comme le psoas, en fait, c'est un muscle qui s'attache aux vertèbres qui sont proches du diaphragme, mais ça impacte le diaphragme, de sorte que on voyait que la Kundalini essaie de passer, mais elle ne passe pas à dévier, puis elle va se perdre. Tu sais, on voit soit qu'elle dévie à droite ou à gauche. Et puis là, les gens, ils s'acharnent à vouloir faire passer la Kundalini alors qu'elle bloque, puis les gens pensent qu'ils se libèrent en dansant le bacon, mais en fait, ils restent pris. Fait que moi, ce que je dis aux gens souvent, en mes propres étudiants, quand je fais la formation en polarité, ben je leur dis, ben il y a un exercice assez simple de vérifier si le diaphragme est bloqué. Il faut juste faire bouger le corps à partir des pieds. Et puis si on voit que ça bloque au diaphragme, ben ça donnera peut-être pas grand-chose de pouvoir libérer la Kundalini parce que il y a déjà, il faut peut-être travailler plus le trauma au niveau du psoas, qui est quelque chose de quand même pas mal plus complexe là. Oui, puis comme tu dis, en fait, le mot que tu as employé, le mot acharnement, c'est ça, en fait. L'acharnement, là, vient du mental, là. C'est le mental qui s'acharne à vouloir, lui, a envie de quelque chose. Mais le corps, lui, n'est pas nécessairement prêt. C'est peut-être pas ce dont il a besoin. Peut-être pas toujours, mais dans l'instant présent, du soin ou peu importe. C'est souvent ça que je dis aux gens, autant en coaching somatique que dans les séances de breathwork, groupe virtuel, c'est, et je sais que c'est difficile, mais essayez de ne pas avoir d'attente. Les attentes, c'est vraiment le mental qui veut choisir, j'ai envie de libérer ça, ou il va se passer ça, ou peut-être que c'est correct d'essayer des choses aussi. Des fois, c'est de créer des nouveaux chemins aussi dans le corps, oui, d'essayer le tremblement, mais surtout de voir, pour moi, c'est quoi l'effet au niveau de la physicalité. Quand j'emploie, là, mais quand j'utilise, peu importe, n'importe quel micro-mouvement, une respiration, que je change ma posture, c'est quoi l'effet au niveau de mon corps physique et mental? Qu'est-ce que je remarque? C'est tellement difficile d'aller chercher les mots pour l'expliquer, mais c'est ça, c'est d'arrêter de s'acharner à vouloir quelque chose de précis quand... Tu sais, souvent, on va dire dans l'approche somatique, en fait, puis c'est ça le gros dans Somatic Experiencing avec Peter Levine, mais c'est que le mental, lui, peut oublier, ou du moins a oublié délibérément à cause d'un événement qui s'est passé, mais le corps, lui, n'oublie pas. Et c'est pas parce que ton mental il est prêt à libérer ou qu'il pense que cette direction-là, elle est profitable pour lui aujourd'hui, que ton corps, ça va être profitable pour lui. Il est peut-être pas prêt à le décharger, puis peut-être que ça va déclencher quelque chose d'encore plus intense. Fait que c'est de respecter le rythme de son corps, puis de pas s'acharner, parce que oui, je l'entends souvent, oui, quand on s'acharne, c'est vraiment le mental qui embarque. Mais toi, quand tu fais une session de breathwork, là, ou une session de soins que tu fais, comment ça dure de temps, comment ça marche, comment ça coûte, si les gens sont intéressés, on peut-tu le faire en virtuel ou en présentiel? Je veux juste que tu m'expliques un peu comment tu fonctionnes, là. En fait, je donne toujours un atelier de breathwork près de chez moi, donc c'est sûr que ça fait quand même loin pour les gens du Québec ou de la France, mais pour moi, c'est quand même important le présentiel pour continuer quand même. Tu sais, moi, j'en apprends chaque fois, honnêtement. J'en apprends avec les gens que j'accompagne sur les décharges. J'ai des fois des décharges que j'ai jamais vues ou entendu parler dans toutes mes formations et les livres que j'ai lus, là. Donc, pour moi, cette portion-là en personne est importante. Mais sinon, j'offre toujours un breathwork virtuel de groupe qui est mensuel. Donc, il y a toujours un événement par mois. Et c'est toujours sur un thème spécifique. Un thème spécifique qui est plus général. Donc, il y a un mois, je suis allée dans quelque chose d'un peu plus intense. C'était libérer ta colère, libérer ta rage. Avant-hier, c'était la grande éclosion. Qu'est-ce qui a envie de fleurir, d'émerger en toi, peu importe. Et quand je fais des séances individuelles, en fait, on commence toujours avec un coaching somatique. Donc, on va justement venir délier les tensions, qu'est-ce qui est présent, peut-être relié à une émotion ou quelque chose qui s'est passé dans ta semaine. On va venir justement faire des petites décharges.
Donc, j'aime l'idée, on dirait que ça fait du pouce. J'aimais pas les gens nécessairement. Oui, des fois, il y a du mouvement lent inconscient, mais c'est vraiment, on n'est pas du tout dans une approche qui est verbale. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans ton corps pendant que tu m'en parles. Localiser l'émotion, elle est où? Localiser, une fois qu'on a localisé l'émotion, puis tu sais, ça peut être de façon très large au début parce que c'est très difficile parfois de juste dire ton émotion, elle est où? Attends un peu, là. Pour la plupart des gens, quand même, c'est difficile de nommer, mais tu sais, OK, est-ce que c'est dans mon tronc, c'est vers mes jambes? Parfait, puis c'est d'amener de plus en plus notre conscience dans cet espace-là de notre corps et d'aller nommer de plus en plus, moi, mon but, c'est vraiment de coacher, en fait, de faciliter, aider la personne à ce qu'elle développe un langage avec ses sensations. Et ce que je remarque souvent, c'est en coaching somatique ou dans cette portion-là du breathwork, c'est que les gens ont cette tendance-là, dès que je leur demande de reconnecter avec, OK, pendant que tu me parles de cet événement-là qui s'est passé dans ta semaine, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est quoi les sensations? Ou quand tu fais ce mouvement-là avec tes mains, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de ta physicalité? Est-ce que tu te sens plus activé? Est-ce que tu sens que ça te relaxe, que ça te régule? Est-ce que tu sens que ta respiration change? Si tu fais le mouvement plus lentement, que tu y amènes davantage de conscience, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup de questionnements ouverts, mais c'est vraiment d'aider la personne à venir justement compléter ses cycles d'activation, de retourner à quelque chose qui est plus, j'ai primate dans la tête, mais plus instinctif justement. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent les personnes, quand je leur demande d'aller reconnecter avec les sensations, c'est que bien souvent, on veut retomber dans l'histoire. Oui, mais il me dit ça, puis il est arrivé ça, puis c'est comme, OK, moi, mon rôle, en fait, c'est d'amener la personne, de l'inviter, en fait, avec toute ma bienveillance. Donc, je l'arrête au moment où je sens qu'il y a une activation qui naît dans son corps, justement, pour aller chercher qu'est-ce qui se passe dans ton corps et qu'est-ce que ton corps a besoin pour libérer, délier, voire transformer et faire circuler cette énergie-là qui est stagnante, qui est pognée dans ton corps, en fait. Et à partir de c'est une séance de breathwork, ben on va aller décider, en fait, à partir de ce dont elle m'a parlé au début de la séance ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie en général, soit qu'on va cibler une ceinture de tension, celle dont je parlais tout à l'heure, là, de William Resch, ceinture de tension. Sinon, ça peut être aussi un thème spécifique. Sinon, je travaille avec les chakras. Donc, on va aller cibler un chakra spécifique. Alors, l'entière séance va être vraiment reliée. Il va y avoir évidemment, je suis en virtuel. Donc, je vais amener la personne à faire des auto-touchés et des décharges qui sont reliées au chakra ou à la ceinture de tension spécifique. Et ma guidance au complet, visualisation et tout ça va être relié à la ceinture ou au chakra spécifique. Donc, en général, ça dure 1h30, mes séances en individuel. Puis les ateliers, ben là, on est plus dans 2-3 heures si on est en virtuel ou en personne. Mais c'est ma façon de fonctionner. OK. Ouais. Mais c'est quoi que tu vois comme résultat? Souvent, les gens, en fait, on est un peu dans une société très rapide. Les gens, souvent, ça fait, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais ça fait des fois 20 ans ou 30 ans qu'ils sont pris dans leur corps, puis ils s'attendent à... Ils voient un peu le thérapeute un peu comme une pilule. Là. Il dit, bon, je vais te donner 100 $, 150, 200, puis je m'attends que le soin ou la séance va me libérer, puis c'est réglé, puis ce que j'ai eu en 30 ans ou 20 ans de poignée, ben ça serait en 150, 200 pièces en 1 heure, 2 heures. Je crois pas, je crois honnêtement pas à ça, Alain. Je vais être très, pour moi, là, en tout cas, du moins avec la modalité que je travaille, qui est, je veux dire, la fameuse pilule miracle ou la séance remède miracle qui va tout régler. Je veux dire, peu importe si, en fait, tu as 20, 30, 40 ans, la majorité de notre temps, surtout dans la société, comme tu dis, dans laquelle on vit, où on est complètement dérégulé, déconnecté, trauma, on cumule, on refoule des émotions et tout ça, de penser qu'on va tout libérer dans une séance, pour moi, je suis pratiquement rendue, en fait, à offrir davantage, je pense, faire plus des packages, des trios, par exemple, de séances, surtout pour le breathwork, parce que le breathwork, en fait, là, c'est comme faire du vélo, là.
tu sais, tu arrives dans une séance de breathwork, évidemment, moi, je te guide, je t'explique la technique au début, le cadre sécuritaire, je t'offre des outils pour te réguler au fur et à mesure. Sauf que de faire de l'espace de plus en plus dans ta cage thoracique, d'étirer ton diaphragme, de reconnecter à tes... Parce que moi, c'est un breathwork somatique, donc je pose beaucoup de questions ouvertes. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? C'est quoi les sensations? De suivre, d'amener du mouvement conscient, relié aux sensations présentes dans le corps pour justement permettre à l'énergie d'être déliée, transformée et d'être libérée. Donc tout ça, là, surtout quand on fait une séance de breathwork, la technique est nouvelle. Je veux dire, moi, c'est sûr que je te parle, je te laisse pas tout seul. Donc, tu as une guidance tout le long. Tu as des sensations nouvelles, veux pas, qui vont émerger dans ton corps face à la technique de respiration qu'on dit connectée, sans pause entre l'inspire et l'expire. Alors, veux pas, là, tout ça ensemble va faire en sorte que, je te dirais pas que tu n'auras pas de... Tu sais, il y en a pour qui c'est extrêmement libérateur, juste une séance, là. Puis il y en a que c'est très doux, c'est plus méditatif, c'est correct aussi. Prochaine séance, tu sais quoi, on va aller peut-être activer davantage avec quelque chose qui est tolérable pour toi. Donc, peut-être qu'on va, au lieu de juste employer la respiration nasale, peut-être qu'on va aller alterner entre nasale et buccale étant plus activante. Peut-être qu'on va, pour quelqu'un qui a un système nerveux hyper résilient et qui n'a pas de contre-indication au niveau de sa santé, on va faire de la respiration buccale uniquement. On peut travailler avec les rétentions du souffle aussi. Mais bref, donc... La séance, oui, il y en a, puis des fois, c'est extrêmement libérateur. J'ai eu des décharges incroyables avec plein de différentes modalités de breathwork. Est-ce que j'ai tout nettoyé et libéré ma liste de traumas cumulés, d'émotions refoulées, si c'est dans nos croyances des traumas intergénérationnels, qu'on n'a pas pris soin de moi quand j'étais bébé, puis tu sais, je veux dire, pour moi, on ne peut pas libérer tout ça dans une séance. Il y a beaucoup de choses, mais ça va être quand même extrêmement libérateur. Donc, c'est ça. Bref, je me suis un peu emportée, là, mais... Non, c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord. C'est que finalement, moi, ce que je dis tout le temps aux gens que j'enseigne, je suis enseignant en massothérapie, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de dire aux gens, il faut éduquer le client, en le sens que si on lui dit pas des guidelines, ben il pense qu'en thérapie d'une seule rencontre ou même deux, il va régler toute la problématique de sa vie. C'est juste d'être dans une stratégie d'accompagnement que de guérisseur. Moi, j'aime pas tellement l'idée de guérir quelqu'un, alors que on est plus dans un mood là, d'accompagnement de la personne. Et puis, on accompagne, puis moi, je favorise en plus plusieurs types d'approches. On peut combiner plusieurs approches. C'est que moi, ce que j'aime un peu de ton travail, c'est que ça combine plusieurs outils. Fait que il y a comme la respiration, il y a du shaking, il y a un accompagnement. C'est ça qui est intéressant, là. Oui, j'aime beaucoup travailler avec le mouvement conscient. Aussi le mouvement conscient, peu importe là, comment on l'appelle, mouvement organique, le mouvement somatique, mais justement de voir quand je réagis de telle façon, que j'ai telle émotion, de quelle façon mon corps a envie de bouger. Et ça prend du temps, cette reconnexion-là avec notre ressenti intérieur. Tu sais, souvent je dis aux gens, peu importe, en fait, c'est comme la colère. Oui, la colère, elle peut s'exprimer avec des mots, mais au niveau dans notre corps, on pourrait avoir envie de crier. On pourrait avoir envie de... Moi, quelque chose qui fonctionne très bien. Puis tout le monde me dit, c'est donc bien bizarre. Et surtout si je suis en séance de breathwork, pour moi, c'est de mordre. Ma ceinture vraiment orale, au niveau du chakra de la gorge, pour moi, c'est souvent un endroit qui a beaucoup d'énergie qui est logée là, qui a besoin de circuler. Et pour moi, au niveau... vraiment amener du mouvement au niveau de la mâchoire, des sons, ça peut être des autos touchés.
ou comme je disais, de mordre vraiment dans une ceinture ou dans une sangle pendant un instant, va me faire un relâchement incroyable. Souvent, j'ai beaucoup de libération. Ceci étant dit, puis c'est pour ça que je suis pas fan justement souvent des breathwork. On va dire, OK, tout le monde, en 3, 2, 1, tout le monde crie. Puis là, je me dis, mais attends un peu, là. Premièrement, c'est pas tout le monde qui a besoin de crier, en fait, là. C'est pas tout le monde qui a besoin de crier, puis peut-être que moi, là, de crier, ça va me déclencher quelque chose, parce que la dernière fois que j'ai crié, c'est parce que j'étais dans un état de survie, puis c'est passé quelque chose de grave. Peut-être que c'était mon enfant qui a crié parce qu'il allait se faire frapper dans la rue. C'est d'être conscient aussi, oui, on peut pas gérer ça. En fait, on peut éduquer les gens et amener des stratégies en début de séance de breathwork, parce que oui, souvent, il peut y avoir des libérations sonores, mais d'être conscient aussi de, quand vous entendez une personne crier, comment ça vous fait réagir? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous ressentez? Il y en a, des fois, c'est l'effet, je me souviens plus comment on appelle ça, l'effet boomerang, placebo, peu importe. Il y en a un qui va se mettre à crier, puis c'est comme si quelqu'un se disait « enfin ». Puis là, tout le monde se met à crier, puis on dirait que c'est comme, là, ça s'éternise, tu sais. Mais parfois, on n'a pas besoin de ça. Tu sais, pour moi, donc la colère, il y en a que ça peut être juste de serrer les poings, ça peut être de pousser dans quelque chose, mais c'est pas nécessairement voici la liste de choses à faire de décharge. Et tu peux les essayer, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes celles-ci sont bonnes pour toi selon ton propre vécu, puis ton corps, en fait, des fois, on a des limitations aussi physiques et tout ça, là, mais c'est tellement important d'être à l'écoute de... Donc, pour moi, je suis beaucoup dans laisser la personne, en fait, justement, lui redonner son plein pouvoir. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je remarque que tu as des roulements dans ton épaule, je remarque des secousses à tel endroit. Est-ce que tu aurais envie, peut-être, j'invite la personne, mais je ne vais pas lui dire fais ci ou fais ça. Au final, je me dis, c'est elle seule qui sait si est-ce que ça file bien, est-ce que ça fait du sens pour elle de peut-être faire cette décharge-là ou non. C'est pas quelque chose dont elle a besoin. Puis vraiment d'être à l'écoute de ça. C'est hyper important pour moi. Hein? Oui. Bien, en fait, mais toi, dans ta pratique, as-tu senti qu'il y a des gens qui étaient devenus très résilients ou tu vois que des fois, c'est les gens, parce que des fois, on voit des décharges, puis des fois, c'est un peu décourageant. On a l'impression que les gens se rechargent, là, tu sais. Fait que je veux juste que tu me parles un peu de ça, là. Sur si les gens, quand ils se déchargent, qu'est-ce qui se passe après? Oui, c'est ça. En fait, tu sais, le breathwork en général, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs bienfaits. Souvent, les gens vont regagner confiance en l'intelligence de leur corps. Ils peuvent développer une plus grande vitalité. Souvent, oui, il y a des relâchements. C'est sûr que c'est de libérer, oui, peut-être, j'ai en anglais le burdens, emotional burdens, mais la charge mentale. Charge émotionnelle ou mentale, oui. Exactement. Donc, les gens, habituellement, se sentent beaucoup plus légers après. Je veux dire, les gens, c'est sûr que habituellement, moi, je fais un gros breathwork d'1 heure, je te dirais, aux semaines ou aux 2 semaines. Dans ma pratique, plus avec constance, je vais aller chercher des 10 à 15 minutes en respiration connectée avec des micro-mouvements, des mouvements organiques, puis tout ça. Mais les personnes, habituellement, ce qu'on nomme, c'est beaucoup justement un relâchement, comme s'il y avait une charge qui était partie de leur corps, en fait. Ceci étant dit, souvent, ce que je nomme aussi, ce qu'on oublie, parce qu'on, wow, c'est fou l'illumination qu'on voit dans les yeux des personnes après quand il y a eu un relâchement énergétique, peu importe, j'imagine pour toi, c'est en Kundalini, en massothérapie, en breathwork, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a l'étincelle qui est là, qui ne ment pas, mais bien souvent, ce qui peut se passer dans les 24-48 heures après une séance de breathwork, c'est tout dépendamment de ce qu'on a libéré, il peut y avoir un vide. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis je dis souvent aux gens, soyez patients et c'est normal. Ils peuvent toujours m'écrire après une séance de toute façon s'ils veulent en parler. Mais
tu sais, imaginons qu'on a vécu là, pendant 20 ans avec cette armure-là corporelle, justement, avec ce trauma-là, cette charge énergétique qui est prise dans notre corps. Et là, on le libère dans une séance de 1 heure ou 2, ça va créer un vide. Ça va que, même si, je veux dire, on n'était pas, en fait, on n'était pas attachés consciemment, mais je veux dire, on s'est créé notre personnalité, notre corps, notre façon de bouger, selon cette charge-là qui était stagnante dans notre corps, même si elle était reliée à un événement qui a été difficile. Donc, de la libérer dans une séance, va faire en sorte que des fois, il peut y avoir un vide dans les 24-48 heures, mais habituellement, il y a vraiment un effet après justement de relaxation. Et ce que je dis aux gens, souvent, pour moi, 1 séance, 2 séances, ou autant le même type que peut-être n'importe quel soin, pour moi, c'est comme si on peut aller dans du relâchement et de la libération, oui, mais de plus en plus qu'on en fait, c'est là qu'on va davantage aller dans, tu sais, quand on parle de transcender des états, où on va remarquer qu'on est moins réactif, par exemple, dans la vie de tous les jours, que quelque chose qui nous dérangeait va moins nous déranger. Et cette transcendance-là, c'est là où on voit vraiment qu'on a bypassé, en fait, notre état interne avec lequel on a été habitué de vivre pendant des années. Fait que, oui, les soins à court, moyen terme vont nous apporter des bienfaits, mais de plus en plus qu'on en fait, puis qu'on apporte de la constance, au même titre que des pranayamas, des techniques de respiration. Oui, faire une technique de respiration là, de 5 minutes dans ta semaine, c'est sûr que ça va te ramener, ça peut être un peu méditatif, te ramener dans le moment présent. Sauf que si tu vis constamment en mode survie, tu es dans un état de stress chronique, il ne faut pas penser que notre 5 minutes dans toute notre semaine va régler notre problème d'anxiété chronique. Oh, je comprends. Ça, c'est une autre portion aussi, mais moi, c'est pour ça que j'ai créé la formation de réveil somatique, qui est une formation de 9 semaines, qui va possiblement, la prochaine cohorte, être d'ailleurs sur 12 semaines. Mais c'est une formation où j'enseigne aux gens des outils de régulation dans le day-to-day life, dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est sûr, les respirations, pour moi, c'est un peu indissociable de la somatique. Mais c'est vraiment de donner des stratégies dans ma vie de tous les jours, de reconnecter premièrement avec les ressentis de mon corps, de retrouver de la sécurité et d'avoir, c'est ça, une multitude de stratégies à utiliser. Bref, mais pour répondre à ta question pour le breathwork, je dirais que les bienfaits, c'est ça. Habituellement, ils sont immédiats, mais ils peuvent être plus après quelques jours, mais il faut pas être surpris si parfois on ressent un vide, voire comme un état un peu de tristesse ou dépressif dans les 24 heures, 48 heures après une séance. Et voilà. Donc, j'ai expliqué pourquoi, là, mais ça peut arriver aussi. Mais habituellement, après, donc, tout va bien. Ben, en fait, ce qui arrive souvent dans ces thérapies-là, même en polarité, ce qu'on voit, ben, comme tu dis, ben, ces systèmes parasympathiques qui apprennent à devenir plus actifs. Moi, je trouve qu'il y a tellement de déséquilibre entre ces deux systèmes-là, peu importe les causes, de ça que les gens sont toujours en train de taxer le système sympathique, que ce qui arrive à moyen long terme, ben, le système immunitaire ne fonctionne pas bien. En fait, c'est la principale chose, c'est que le système immunitaire, il est comme en stand-by lorsqu'on est toujours en mode stress ou en mode sympathique. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, on n'est plus sujet à des infections, des maladies, mais aussi des maladies graves, là, beaucoup plus graves, en fait, des maladies métaboliques. Les gens parlent souvent qu'il y a une relation aussi avec le cancer, etc. Moi, je pense qu'on est rendu là au niveau de la société de mieux gérer de manière holistique, dans différentes approches, notre quotidien en termes de nos systèmes, en fait, pour être plus équilibrés. Fait que toi, en fait, tu contribues à ça, puis c'est pour ça que je suis content aujourd'hui que tu viennes nous en parler, là. Mais éventuellement, peut-être qu'on pourrait en reparler. Je voulais juste, parce que l'émission achève, je voulais juste savoir... Oui, le temps. Ouais, le temps file, hein, ça va très vite. Je voulais juste savoir un peu
comment qu'on peut te rejoindre, où qu'on peut te rejoindre, et puis quand tu viens au Québec, etc., des prochaines activités, ou c'est quoi ta page Facebook, as-tu un site web, juste tes coordonnées, en fait, là. Oui, ben, je pourrais te les partager après l'entrevue. En fait, vous pouvez me trouver, les gens, soit sur Facebook, j'utilise mon nom, Marie-Ève Fortin. C'est mon compte personnel, en fait. Pour moi, j'incarne, en fait, mes enseignements. Donc, c'est vraiment breathwork, somatique et anxiété. Et sur Instagram, c'est Marie Breathwork Somatique. Et j'ai plusieurs publications, des reels et tout ça. Donc, je propose des pratiques quand même qu'on peut faire chez soi. Lisez toujours en dessous, je mets les contre-indications s'il y en a. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ici? J'ai complètement oublié. Ben, c'est ça. Sur mon site, en fait, puis via mes réseaux sociaux, pour moi, étant donné que je travaille de manière virtuelle, c'est vraiment mes deux piliers. Donc, sur Facebook ou Instagram, c'est là que je dépose mes événements à venir. Si justement, comme l'invitation aujourd'hui, s'il y a des podcasts, si les gens veulent s'inscrire à mon infolettre aussi, il y a des vidéos qui sont envoyées gratuitement. Il y a de l'information sur l'anxiété, le trauma, le breathwork, la somatique et parfois les méditations aussi qui sont envoyées, qui sont disponibles via mon site web de Marie le souffle, Marie ton souffle à la somatique. Donc voilà. Eh ben... Mon passage au Québec, en fait, cet été va être plus court. Donc oui, s'il y en a qui veulent prendre des séances en individuel, je suis dans la région, en fait, de Lanaudière, Repentigny, Saint-Sulpice. Et voilà, pour moi, en ce moment, je suis en train de travailler à terminer 2 cours. En fait, ma cohorte de réveil somatique de 9 semaines va être accessible en portions 100% préenregistrées. Et je suis en train de développer aussi un autre outil avec des pratiques de régulation, des pratiques somatiques, qui va arriver en septembre. Donc, bref, restez connectés. Je suis en train de travailler sur ça pour justement, étant donné que bébé va arriver assez vite fin octobre. OK. Ben écoute, je te remercie. Puis quand tu passes au Québec, ben tu nous contactes. Bien sûr. Ben, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Merci. Plaisir, merci. Merci. Merci, Marie-Ève. Bye bye. Merci. À bientôt. Bienvenue à l'émission Tourmaline, un espace de découverte et de partage. Ici des approches originales et des voix inspirantes se croisent autour du bien-être et d'opinions éclairées sur l'actualité et la vie. Les voix résonnent, profondes et libres, dans Tourmaline tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Dans l'écho d'un monde en mouvement, des idées naissent parfois différemment. Entre le ciel et la racine, Tourmaline éclaire ce qu'on devine. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Des opinions mêlées au vivant, des éclats d'ombre, des rêves flottants. Sous chaque mot, un feu s'allume. Bienvenue ici, à la source de la brume. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Ici, la vie s'offre et s'anime. Dans le cœur vibrant de Tourmaline. L'écho d'un monde en mouvement, des idées naissent parfois différemment. Entre le ciel et la racine, tout
Tourmaline éclaire ce qu'on devine. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Les voix résonnent, profondes et libres. Dans Tourmaline, tout s'écrit et s'imprime. Des âmes qui cherchent, qui créent et qui vibrent. Ici l'instant devient sublime. Des opinions mêlées au vivant, des éclats d'ombre, des rêves flottants. Sous chaque mot un feu s'allume. Bienvenue ici, à la source de la brume.